ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler, pas vraiment de l'état de la recherche, mais de ce que j'en pense, si vous voulez. Donc, pour commencer, je vais vous parler un petit peu des microbes. Oui, ces petites créatures qu'on ne voit pas à l'œil nu et dont on a une idée globale, malgré leur grande diversité. On les trouve dans l'eau, on les trouve dans l'air, on les trouve dans le sol. Eh bien, on pense toujours microbes, ça veut dire ils nous rendent malades. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ces microbes, ils sont beaucoup plus utiles que pathogènes. Et de toute façon, une très petite minorité de ces microbes peut être pathogène pour l'homme ou pour l'animal ou pour les végétaux. Alors maintenant, pourquoi je les défends? Je les défends parce que, tout simplement, ce que je dis toujours à mes étudiants au début du cours de microbiologie ou même de biologie tout court, je leur dis que dans notre organisme, à nous, les humains, nous avons 10 puissance 13 cellules humaines, c'est-à-dire 10 000 milliards de cellules, 10 000 milliards de cellules humaines. Eh bien, nous avons aussi dans notre organisme 10 puissance 14 cellules microbiennes, bactéries et champignons. Donc, on a dans notre organisme 100 000 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus de bactéries, si vous voulez, de champignons, 10 fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. Et donc, vous savez, nous sommes en quelque part remplis de microbes. Voilà. Alors, que font ces microbes dans notre organisme? Tout simplement, notre organisme, avec ces microbes, on a un contrat de symbiose. Nous, on les protège, on les nourrit, on les réchauffe, et eux, en revanche, ils nous font profiter de leur nombre et bien sûr de leurs enzymes qui nous aident dans beaucoup de choses. Ils protègent notre peau, ils protègent notre système digestif, ils nous aident dans la digestion, ils produisent des vitamines, etc., etc. Donc c'est un contrat de symbiose. Alors vous allez me dire, alors pourquoi ils nous rendent malades de temps en temps? C'est normal parce que dans tout contrat, il y a un équilibre. Et tout équilibre est fait pour être un jour rompu. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'équilibre est rompu. Pourquoi? Eh bien, soit parce que souvent ces bactéries se multiplient beaucoup, donc leur génome subit beaucoup de modifications, et au cours de ces modifications, qui sont des erreurs inévitables, il se peut et il arrive assez fréquemment que des bactéries subissent des mutations dans leur génome qui créent alors des gènes, qui réveillent des gènes dits de virulence, c'est-à-dire la bactérie devient virulente et commence à vouloir aller dans des territoires qui sont interdits par le contrat de symbiose. En revanche, nous aussi, notre organisme, il possède un système immunitaire qui lui permet, en temps normal, d'empêcher ces bactéries qui deviennent virulentes de l'envahir. Seulement, nous aussi, notre système immunitaire, de temps en temps, il est affaibli par le stress, par l'âge, par la grossesse, par des médicaments ou par des virus comme le VIH. Et à ce moment-là, et souvent c'est les deux facteurs à la fois, c'est-à-dire d'un côté on a un germe virulent, de l'autre côté on a un système immunitaire affaibli et la maladie arrive. Ce n'est pas grave, en général, on arrive à s'en débarrasser. Seulement, parfois, et là c'est là que ça devient dangereux, c'est lorsque ça commence à provoquer des maladies contagieuses, dites contagieuses, c'est-à-dire qui sont transmises d'un individu à l'autre, alors soit par l'air, soit par l'eau, soit parfois par les relations sexuelles, ce qu'on appelle des maladies ou des infections transmissibles sexuellement. Eh bien, c'est ça le problème, et c'est le problème qu'a vécu l'humanité dans ce qu'on appelle l'ère pré-antibiotique, c'est-à-dire avant qu'on découvre les antibiotiques. Eh bien, on a eu des grandes catastrophes humaines dues à des pandémies. C'est le cas de la peste qui a fait 25 000 morts au XIVe siècle en Europe, 25 millions de morts au XIVe siècle en Europe. La grippe espagnole, dite espagnole, mais n'a pas tué que des Espagnols, elle a tué des humains un peu partout au XXe siècle, et qui a presque 40 millions de morts.
Et aujourd'hui, nous vivons un problème avec, cette fois-ci, un virus, ce n'est pas une bactérie, c'est le virus du sida, qui, entre 1981 et 2006, on a comptabilisé 25 millions, et malheureusement, ça continue. Donc, face à ces épidémies, heureusement, il y a eu des innovateurs. Alors, des innovateurs qui ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train d'innover allait donner ce que ça a donné. Au départ c'était Janssen qui savait jouer avec les lentilles et qui a superposé les lentilles pour trouver un microscope. Au début, ce microscope était un petit peu archaïque, mais il a quand même permis de voir des choses. Ensuite, Hooke, au XVIIe siècle, donc le siècle suivant, vous voyez, c'était lent l'innovation, a amélioré ce microscope. Ensuite, Zeiss a fabriqué ce microscope en série, et il l'a rendu accessible à tous les curieux de la nature qui ont pu donc l'utiliser. Parmi ces curieux, il y a eu par exemple Louis Pasteur qui a utilisé ce microscope pour découvrir que les microbes étaient à l'origine des maladies et qui a utilisé donc cette connaissance pour mettre au point des vaccins. Il y a eu ensuite Fleming qui était microbiologiste et qui, d'un coup de génie, on dit c'est la chance, ce n'était pas la chance. On ne fait jamais de découvertes par chance. Les gens qui font des découvertes, ce sont les gens qui sont prédisposés, vu leur expérience, à faire l'observation qui fait la découverte. Ce n'est pas une chance. Donc, Fleming a découvert le premier antibiotique qui est la pénicilline. Et c'est grâce à la pénicilline, justement, que l'humanité s'est sentie à l'abri des maladies infectieuses, surtout à l'abri du problème des grandes pandémies qui tuent des millions. C'est vrai que depuis, on n'a pas eu d'aussi grandes pandémies, à part le sida, mais c'était sans compter, c'était sous-estimé en quelque sorte le génie de ces microbes. Ces microbes ne se sont pas rendus aussi facilement, ils ont commencé à développer des systèmes de résistance. Alors, je ne vais pas m'attarder pour vous expliquer les différents systèmes de résistance, mais regardez avec moi juste une explication simpliste. Le numéro 1, donc dans le numéro 1, on a un très grand nombre de bactéries qui sont vertes, qui ne sont pas virulentes, qui ne sont pas résistantes à l'antibiotique, et en rouge, une seule qui a développé la résistance par mutation. Quand on utilise l'antibiotique contre ce 99,999 de bactéries sensibles, on les tue toutes. Il ne reste que la bactérie résistante. Et ensuite, après, cette bactérie qui est restée, elle va se multiplier et elle va coloniser tout le milieu. Et donc, on se retrouve, après l'utilisation de l'antibiotique, avec 100% de bactéries résistantes. On était au départ à 0,001 de bactéries résistantes. On se retrouve après l'usage de l'antibiotique avec 100% de bactéries résistantes. Et c'est ça qui fait que les grands spécialistes disent, à chaque fois qu'on utilise l'antibiotique, eh bien, on exerce une pression de sélection sur les bactéries qui fait qu'on tue les sensibles, on ne laisse que les résistantes qui vont prospérer. Donc, alors ce problème il est réel. Il est réel dans le monde entier. Il suffit de voir les statistiques. Alors, là, j'ai les statistiques de l'OMS qui disent que chaque année, il y a 1,4 million d'infections dites nosocomiales. Nosocomiales, ce sont ces infections qu'on attrape lorsqu'on va à l'hôpital pour quelque chose de banal et on se retrouve avec une bactérie multirésistante qu'on attrape à l'hôpital, soit par les mains, soit par l'air, soit par les outils utilisés dans l'hôpital. Eh bien, dans le monde, 1,4 million d'infections, avec 500 000 décès par an. Au Québec, les statistiques officielles parlent de 4 000 décès par an à cause de ces infections à germes résistants aux antibiotiques. En France, 3 000, aux États-Unis, 100 000. Donc, vous voyez que dans ces pays où les normes d'hygiène sont très strictes, et dans les hôpitaux où on a tendance à être encore plus strict sur les normes d'hygiène,
on a ces nombres faramineux de mortalité. Alors, dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas de statistiques, mais je vous laisse deviner ce qu'il y a dans les pays du tiers-monde. Donc, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se dit par les spécialistes, on voit que l'Organisation mondiale de la santé, dans un communiqué de 2005, mais il y en a de 2011 qui sont dans le même sens, la résistance aux antimicrobiens, une menace pour la sécurité sanitaire mondiale. Ça, c'est l'OMS, c'est pas... Alors, on voit des grands spécialistes comme Trémolière et Schlemmer qui parlent d'un requiem. Requiem, c'est salat al-janaza. C'est requiem pour les antibiotiques, c'est-à-dire qu'on risque de retourner à l'ère pré-antibiotique et recommencer à avoir des épidémies comme la peste, comme autre chose. Ben, tout simplement, ils disent que la médecine pourrait se retrouver en chaos technique, d'accord, knockout, soit par manque d'antibiotiques efficaces, soit par absence d'antibiotiques tout court. Donc, ce sont des messages effectivement alarmants et ces messages venus un peu de partout ont déclenché dans l'esprit des responsables à l'échelle mondiale l'envie de trouver une stratégie. La stratégie aujourd'hui parle de 3 méthodes, de 3 approches. La première approche qui est très importante, c'est un usage raisonné des antibiotiques, ce qui permettrait de limiter l'apparition des bactéries résistantes. C'est un peu le slogan qu'on entend à la télévision française, l'antibiotique n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser systématiquement l'antibiotique parce que, comme on a dit tout à l'heure, chaque fois qu'on utilise un antibiotique, on exerce une pression de sélection pour sélectionner des résistants. Alors là, je peux vous dire que dans les pays développés, riches, etc., où les moyens de communication sont bons et tout, ça marche plus ou moins. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un message au Maroc ou dans un pays comme le Maroc qui dit « n'achetez pas les antibiotiques, l'antibiotique n'est pas automatique, etc. » C'est dommage que non. C'est dommage parce que malheureusement, le problème de la résistance, si un jour il va y avoir une épidémie avec des germes multirésistants, ben ce sera dans ces pays où rien n'est fait, où n'importe qui peut aller dans n'importe quelle pharmacie, ou parfois même pas en pharmacie, et acheter un antibiotique et l'utiliser alors qu'il en a besoin ou qu'il n'en a pas besoin, etc. Donc là, je fais un petit peu le coup de gueule, je dis il faut dénoncer ça, il faut que les autorités compétentes et que nous et que les associations, etc., disent quelque chose, fassent quelque chose contre ça, parce que ce ne sont pas les pharmaciens, ce ne sont pas les boîtes pharmaceutiques qui vont le faire. C'est à nous de le faire. Voilà. Donc ça, c'est fait. Mon coup de gueule est là. Alors maintenant, il y a la deuxième solution. La deuxième solution, c'est l'innovation. Alors dans ce cadre de l'innovation, rapidement, je peux vous dire, les boîtes pharmaceutiques, les big pharma, les multinationales ne font rien. Tout simplement parce qu'un antibiotique développé, ça coûte aussi cher qu'un antidépresseur ou quelque chose pour stimuler l'érection. Mais l'antidépresseur et le stimulateur d'érection rapportent pour $1 investi $100, alors que l'antibiotique, pour $1 investi, il ne rapporte que 10 ou 5 $. Donc, l'industrie pharmaceutique préfère les autres médicaments et ne fait rien depuis une vingtaine d'années, n'a pas vu de nouvel antibiotique et il n'y a rien dans le pipeline qui se prépare. Qu'est-ce qui reste? Il reste les gouvernements. Ben, les gouvernements des pays riches feront un jour quelque chose, subventionneront leurs industries pour faire quelque chose le jour où la menace deviendra imminente et à leurs frontières. Mais pour le moment, ils ne font rien. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste à nous, les pays du tiers-monde, à trouver quelque chose parce que c'est nous qui allons être les premières victimes de ça. Parce qu'il n'y a rien de fait pour éviter ça. Donc, dans ce cadre, si vous voulez, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai vécu cette situation, ce constat, à travers des camarades de classe, des anciens camarades de classe, qui sont devenus médecins et qui m'ont dit en 1987, quand j'étais encore chercheur à l'étranger, bien Adnan, si tu veux faire une vraie recherche, de la bonne recherche, viens au Maroc et travaille sur la résistance aux antibiotiques, parce que chaque jour, déjà en 87, ils me disaient, on perd des malades
à l'hôpital après des opérations banales ou parfois après des prouesses chirurgicales à cœur ouvert, etc. L'opération réussit, mais on perd le malade après une semaine à cause d'une infection nosocomiale à germes multirésistants. Donc, j'avais à ce moment-là un choix à faire, soit rester à l'étranger dans un bon laboratoire, bref, dans un train qui marche, et rester dans le train, et venir de temps en temps au Maroc pour faire le Marocain qui a réussi à l'étranger, et regarder de haut les pauvres chercheurs comme moi aujourd'hui qui sont en train de galérer, ou alors retourner au Maroc et galérer avec ceux qui galèrent, et essayer de faire quelque chose. Je vous remercie. Donc, je suis retourné aussi pour voir ma famille, ma femme qui était déjà rentrée avant moi, etc. Je suis rentré au Maroc et j'ai cherché. Et là c'est là que j'ai commencé la recherche. Parce qu'avant de faire de la recherche scientifique, il faut chercher de bons partenaires. Et c'est là, effectivement, que j'ai trouvé, j'ai trouvé des bons partenaires. À part le premier partenaire qui cherchait à trouver des inventions valorisables, il fallait trouver des chercheurs avec qui on peut travailler ensemble et produire quelque chose. Et je les salue. Grâce à eux, on a fait de l'excellent travail. Ensuite, donc on est arrivé à la fin à des résultats qu'on devait breveter. Et il fallait trouver des résultats à breveter, c'est-à-dire de belles solutions pour endiguer la résistance. Ça marche in vitro, ça marche chez l'animal et ça marche chez l'homme. Alors, j'ai réussi à chercher et à trouver des partenaires chercheurs et aussi, non sans peine, à trouver des business angels pour financer le dépôt de brevets. Donc, tout à l'heure, Chami a dit qu'il avait commencé au Maroc par faire le business angel. Donc, je vous avais compris. Ensuite, j'ai cherché et trouvé un partenaire stratégique industriel qui aujourd'hui, avec ces cadres que je salue, nous sommes en train de développer des médicaments marocains pour l'humain et pour le vétérinaire. Et alors voilà, ça c'est les brevets. Et ces médicaments sont donc en voie de développement. Puisque je n'ai pas le temps, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais lire un petit poème. Hafsa me corrigera tout à l'heure, parce que c'est juste un essai de scientifique qui veut devenir poète. Alors, il est adressé aux jeunes. J'aimerais dire, vous les jeunes, garçons et filles, écoliers, lycéens, étudiants, apprentis et stagiaires, vous êtes le printemps, vous êtes pour vos peuples asphyxiés une bouffée d'air. Ne devenez pas fonctionnaires en situation précaire à ne rien faire. Exigez des fonds, des accompagnements et réalisez vos rêves ambitieux et sincères. Sans la foi, l'audace et la persévérance des jeunes, l'humanité n'aurait rien découvert. Quand on veut, on peut. On trouve la méthode et les moyens et on acquiert le flair. Réalisez vos rêves, franchissez les barrières et chantez I can, quel bel air. Et merci.